Salut. Bonjour à tous, bienvenue dans la quotidienne. Merci beaucoup de démarrer cette nouvelle semaine avec nous. On va encore faire le plein de conseils, le plein de solidarité pendant toute cette semaine. On va vous parler aujourd'hui notamment du Made in France, des produits qui ne le sont pas toujours. Vous le verrez, ce sera l'objet de notre dossier du jour. On parlera assurance, marche également avec Anne-Marie. Et voici tout le programme en détail. Ça va commencer avec la question conso. Vous ne fumez pas, vous mangez sain, vous faites du sport, bravo. Vous allez peut-être payer moins cher votre assurance. Un assureur teste en ce moment une application qui recueille des informations sur notre hygiène de vie. Faut-il récompenser les bons élèves? On va en discuter. Et puis ce sera le moment de se faire plaisir en cuisine avec Farida. Qu'est-ce que tu vas cuisiner aujourd'hui? Des samosas aux petits légumes et au curry avec une petite sauce légère à la menthe. On va se régaler. C'est lundi, c'est Anne-Marie. Cette semaine, notre Madame Bien-être nous expliquera les bénéfices de la marche et nous dira comment la pratiquer pour qu'elle soit efficace. Nous sommes nombreux à être prêts à payer plus cher pour un produit français. Du coup, certains fabricants n'hésitent pas à tromper le consommateur pour laisser entendre une origine française sur un produit qui ne l'est pas du tout. Alors comment ne pas se faire avoir? Quels sont les produits les plus concernés par ces tromperies? Ce sera l'objet de notre dossier du jour. Là, on a une allégation de tradition. On a une photo qui montre un paysage plutôt français. On met maison familiale fondée à Nîmes. Donc là, c'est quand même super français, hein. Et puis, en tout petit, vraiment, faut vraiment le voir, eh ben, on s'aperçoit que les olives ne viennent pas de France. Voilà pourquoi on va sortir les loupes aujourd'hui dans le dossier. Et puis on répondra à vos cas pratiques. Anne-Marie nous dira comment fabriquer un répulsif naturel contre les tiques. Un employeur peut-il interdire le port du short quand il fait chaud au bureau? C'est la question pour Gérard. Mélanie nous dira comment bien nettoyer un canapé en cuir blanc. Et enfin, Fabien nous dira si le banquier a des obligations de résultat vis-à-vis du client. Ils sont prêts, on va les rejoindre, c'est parti générique. Bonjour à tous. Bonjour les amis. Comment ça va? Ça va Bien, super. et vous? Bien. Magnifique cette robe rouge. Ah bah Anne-Marie. Anne-Marie. Super. Merci beaucoup. Et regardez Gérard, l'alliance de la chaussette avec la Oh cravate. là là, Un travail de fond. quelle nuance. Je prépare les émissions, tu vois. Puisqu'on en est au look, Enfin. regardez les chaussures géniales de Mélanie. Ah. également. Voilà, ah oui, Et je Mélanie. suis assortie à la Je suis cravate de Mélanie. Gérard. Voilà. Ah, Je crois qu'on a fait un petit point voilà, mode. le hein. point est Voilà. général. C'est Je crois bien de qu'on est démarrer bien. la semaine comme ça. On est bien pour la semaine là. Bon, On est tout le monde rhabillés est pour en forme, on sera encore plus en forme avec toi dans un instant parce qu'on Oui. va parler marche. Super. C'est de plus en plus à la mode la marche. Ah Je oui. sais que même Gérard s'y est mis, mais toi ça fait Très longtemps déjà. longtemps. T'adores Je ça. ne marche pas avec des chaussures comme Ah celles de non. Mélanie. hein. non, il faut faire comme dans Pretty Woman. Tu mets des baskets pour C'est marcher, ça. puis tu mets tes chaussures Voilà. Pour les soirées. stiletto quand tu arrives quelque part. Voilà, et puis alors donc notre dossier du jour consacré aux arnaques du Made in France, aux tromperies qu'il peut y avoir parfois sur la marchandise. Et alors on voulait vous présenter un produit, un grand classique de la gastronomie française, le camembert, qui a été inventé au XVIIIe siècle, et qui depuis a été copié un peu partout dans le monde, qui a ses déclinaisons partout dans le monde. Il y a par exemple le camembert allemand, vous allez voir la photo, c'est un groupe laitier allemand qui le produit. Vous voyez, il y a bien écrit Deutscher Camembert. Camembert. Voilà, il n'y a pas de doute. Hein. Il y a, et encore plus exotique, du camembert à Hokkaido. C'est une île située au Japon, au nord du Japon. Et ils ont créé là-bas un camembert avec la coopérative française d'Igny-Sainte-Mère, où ils ont fondé leur fromagerie il y a 27 ans. Donc voilà, c'est du vrai camembert qui est un peu adapté tout de même au goût des Japonais. Ouais. Et alors je voulais vous proposer de le déguster, puisqu'on Ah, on en a sur le on plateau. en a sur le Ah, plateau. génial. Et alors regardez, vous allez Gérard. nous dire ce que vous en pensez. Pas Gérard. faire ça. Je viens de Normandie, là où Marie Harel, il y a 100 ans, inventé le Mais- camembert. Eh ben, justement. Je ne Bah, peux écoute, pas tu lui vois, faire tu ça. peux pas Et faire. je vais Un parler expert. dans 2 minutes, je vais recracher du camembert. Non, vas-y, Pas vas-y, du tu as un tout. palais d'experts. Je pense que tu seras Goûte, Gérard. surpris, Gérard. Honnêtement, Je serais Ouais. surpris. je l'ai goûté, j'étais assez Ah ouais. surpris. Ah ouais Fabien, tu Je veux veux, volontiers, bien sûr. Allez, allez. Et qu'il y a un test un peu débile à faire. hein, j'ai- Qu'est-ce que tu en Gérard. penses, Gérard? Un peu plâtreux, mais c'est vrai qu'on croirait au vrai camembert. Un peu plat. Incroyable. On croirait un vrai camembert. Mais oui. Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est un vrai camembert. Bien, oui, c'est un vrai camembert, puisqu'en fait, on n'a pas pu le le faire droit. venir du Japon. Ah, Pour des questions d'hygiène, en fait, on a essayé de le faire venir, mais pour des questions d'hygiène, ça a été impossible. Mais t'as reconnu le vrai camembert, ce qui est quand même fort. Hein. qu'il trouve un peu plâtreux pour le coup. Un peu plâtreux, Bah oui. parce qu'il n'a pas Ça me assez- semblait drôlement bien affiné. imité. Rattrape-toi, Gérard. Il s'en sort bien, il s'en sort bien. C'est vrai.
Mais des triches, des arnaques et tout ça, il y en a énormément. C'est ce qu'on verra dans notre dossier du jour. Et toi, tu en as trouvé une assez forte sur le vin. Sur le vin, mais c'est un génie, un monsieur d'origine asiatique qui est aux États-Unis et qui est un génie de l'œnologie. Il prend des vins de Californie, les mélange et ça ressemble étonnamment à des grands vins français. Ah, et donc il a une génie idée, d'assemblage. il achète des bouteilles, des étiquettes, des anciennes bouteilles, il n'y a plus de vin dedans, et puis il mélange ces vins de Californie, il le met dans la bouteille avec l'étiquette qui permet de penser que ce sont des très grands crus français. Incroyable. Il en vend pour 24 millions. Oh non, oh non. Quelle belle idée. Et C'était quand 40 ans de prison. Ah, quand même. Bah ouais. Oh non, Voilà. Un bon Alors, idée. je sais Oh, bah, pas, c'est mais pas sympa. c'était un génie d'arriver, parce qu'au début, comment il c'est s'est fait fort. prendre? Les gens goûtaient, vous ne voyez pas la différence. Bah Eh oui. C'est comme moi avec le camembert. Mais il a fait l'erreur. Vous savez, Aïe. les faussaires, ils font toujours une erreur. Il a sorti une étiquette, Château Saint-Denis, 1971. Ça n'existe Le pas. problème, Château Saint-Denis, ça existe, mais il a commencé à être commercialisé comme 1980. Aïe, Et aïe, ça aïe, fait aïe, de aïe. prendre, Aïe, voilà, aïe, le détail. Vraiment une L'erreur erreur bête. de débutant. Mais Bah, justement, vérifier, oui, hein, quand c'est même. ce qu'on verra aussi dans notre dossier, c'est que les fabricants se jouent un petit peu de la loi, comme ça ils essaient de trouver des subtilités. Est-ce que par exemple, on a le droit de mettre le drapeau bleu, blanc, rouge sur un produit qui n'est pas français? Ce sera l'une des questions qu'on soulèvera tout à l'heure dans notre dossier du jour. Mais pour le moment, c'est la question conso. Avec un sujet qui nous concerne tous et qui passionne peut-être encore un peu plus Fabien Bordu, puisqu'on va vous parler de l'assurance. Pas l'assurance vie, l'assurance tout court. Ah, mais tout me passionne dans la Non, bah c'est pour ça, écoute, c'est formidable. 89% des Français estiment être plutôt bien couverts par leur mutuelle santé. Certains assureurs aujourd'hui, ils vont beaucoup plus loin que les contrats classiques puisqu'ils proposent bien, de récompenser les bons élèves en fonction de leur hygiène de vie. L'objectif, c'est d'inciter évidemment les assurés à avoir un mode de vie un peu plus sain. Est-ce que c'est une bonne idée? Comment l'appliquer? Vous allez nous donner votre avis dans un tout petit instant. Est-ce qu'il y a des dérives possibles à s'intéresser d'aussi près à notre hygiène de vie? D'abord, état des lieux, signé Céline Agostini. Il mène une vie sans excès, fait gaffe à tout et se surveille. Vous ne fumez pas, ne buvez pas, ou vous avez tout simplement décidé d'adopter un mode de vie plus sain? Eh bien, figurez-vous que tous vos efforts pourraient bien être récompensés. C'est ce que propose un grand assureur français via un nouveau programme. Concrètement, en adhérant à ce programme qui est optionnel et gratuit, les assurés reçoivent des points à chaque fois qu'ils prouvent à leur assureur qu'ils ont œuvré pour préserver leur santé grâce à de petits gestes du quotidien. Les points acquis, ça vient de la fourniture d'informations sur son état de santé, de la récupération d'un certain nombre de ces éléments sur la durée, c'est-à-dire s'il a fait une analyse biologique dans l'année, s'il nous l'a fourni, il va gagner des points. S'il a pris une inscription, une licence sportive, il va gagner des points. De même, si l'assuré accepte de transmettre les données recueillies par des objets connectés, il pourra gagner aussi des points. Ces points accumulés se transforment ensuite en bons d'achat dans de grandes chaînes de magasins de sport, d'alimentation et même de voyage. Ce programme est pour l'heure uniquement destiné aux entreprises et à leurs salariés. Une initiative positive pour ce collectif d'associations de santé qui pose tout de même quelques bémols. Les deux écueils de ce contrat, c'est l'absence d'éducation à la santé, car c'est un peu infantiliser la personne que de lui dire « si vous faites du sport, je vous donne un cadeau », sans lui faire comprendre l'éducation à la santé. Le deuxième risque, c'est que vous écartiez de la motivation au sport ou à la meilleure hygiène de vie ceux qui en sont le plus éloignés. C'est-à-dire que vous allez facilement motiver ceux qui sont naturellement actifs, ceux qui font du sport, qui évidemment vont être intéressés par payer moins cher la salle de sport où ils allaient déjà. Pour attirer ceux qui en sont plus éloignés, il faut toujours cet aspect pédagogique d'éducation à la santé. Sans compter que les critères pour mesurer l'état de santé des clients ne sont pas forcément pertinents. Il y a des questions assez évidentes, ne pas boire d'alcool, c'est mieux que boire l'alcool, ou trop d'alcool en tout cas. Ne pas fumer, c'est mieux que fumer. En revanche, dès qu'on est sur l'alimentation, dès qu'on est sur l'activité physique, on va se rendre compte que selon votre sexe, votre âge, votre métier, qu'est-ce que vous dépensez en termes d'énergie dans la journée, vous allez avoir un ensemble de variables qui vont entrer en compte et qui vont faire que pour définir vraiment ce qui serait adapté à votre situation, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on croit. Autre point noir, les données personnelles. Car toutes ces informations sur votre santé valent de l'or pour votre assureur. Mais elles peuvent aussi un jour se retourner contre vous.
C'est d'ailleurs le cas dans certains pays anglo-saxons, où des assureurs indexent les primes d'assurance sur l'état de santé de leurs assurés. Résultat, un jeune en bonne santé paie moins cher qu'une personne âgée ou malade. Si le cadre légal français ne le permet pas pour le moment, certains craignent des dérives. Le risque qui peut exister, c'est que certains assureurs tentent de convaincre le gouvernement ou les parlementaires que finalement ce serait bien d'aller vers ça, vers ce type de variation des primes d'assurance en fonction soit de l'état de santé, soit des comportements, sous couvert de prévention, en disant mais si je peux récompenser ceux qui ont des bons comportements de santé, ça va permettre de diffuser les bons comportements de santé dans la population. Des arguments balayés d'une main par les assureurs. Pour eux, ce programme est simplement un excellent moyen de fidéliser leurs assurés. Le fait de pouvoir conserver plus longtemps ses clients parce qu'ils sont très satisfaits de ce que vous leur avez proposé, c'est extrêmement important pour les entreprises que nous sommes. Et donc, ce qu'on cherche à gagner, c'est de la fidélité. Parce que la fidélité, c'est de la durée de partenariat renforcée et économiquement, nous nous y retrouverons par ce biais-là. Depuis janvier, 750 entreprises qui ont souscrit un contrat avec cette compagnie d'assurance ont déjà intégré le programme et 1200 salariés ont accepté de l'activer. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire les uns les autres? Est-ce que vous trouvez ça choquant ou normal qu'après tout, on paye un petit peu ce qu'on doit? Non, alors moi, je trouve surtout que sous prétexte de s'intéresser fortement à notre bien-être, à notre bien-vivre, à notre état de santé, les assureurs vont s'en mettre encore plus plein les fouilles. Pourquoi? Parce que, en gros... L'expression est claire. Voilà, plein les poches. Mais parce que, tout simplement, ils vous proposent un programme de fidélité en vous promettant donc quoi? Des points et en échange de ces points. Oui, pour l'instant, c'est un bonus. Pour l'instant. Voilà, c'est un bonus. Donc, si vous allez chez tel ou tel marchand de fruits et légumes, si vous vous inscrivez dans telle ou telle salle de sport, évidemment, comme par hasard, ce marchand de légumes ou cette salle de sport est un partenaire de votre assureur. Donc, votre assureur ce sera peut-être une étape ensuite. Oui. Les partenaires, mais c'est déjà le cas. Les partenaires se font de l'argent, en fait, sous prétexte de s'intéresser à votre santé sur votre dos. Et ensuite, quand vous allez voir ces partenaires-là, vous avez le droit à des points. Et avec ces points et ces bons cadeaux, vous pouvez acheter d'autres points et d'autres cadeaux. Mais où? Chez d'autres partenaires de votre assureur. Alors, dans les faits, qu'est-ce qui se passe? Bon, ça, c'était le cas, par exemple, chez Generali, comme on le voit dans le sujet. C'est que, évidemment, que l'intérêt, ce que dit M. Generali aussi, l'intérêt, c'est de fidéliser. C'est de fidéliser. Mais fidéliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir juste plus d'assurés chez vous. Dans les faits, les Français ne sont pas si naïfs que ça, puisqu'on le voit bien dans le sujet. Aujourd'hui, il y a 750 entreprises qui jouent le jeu de proposer, à qui le souhaite, parmi ses salariés, ces programmes de fidélité. Il y a 1200 salariés qui ont joué le jeu. Ça fait combien de salariés par entreprise? Deux. Voilà. Pour l'instant, ça marche très moyennement, mais toi, tu y crois? Tu penses qu'on va vraiment y venir? Sur la santé, je reste un peu dubitatif, on a vu pourquoi. Mais parfois, ça marche formidablement bien dans l'assurance auto. Par exemple, ils mettent des boîtiers connectés dans les bagnoles, de plus en plus, qui enregistrent tous nos faits et gestes. Pas simplement la vitesse, ou si c'est l'autoroute, la nuit, le jour, le freinage, etc. Ça va dans les moindres détails. Après, c'est toujours le même système plutôt du bonus, c'est-à-dire si tu as une bonne note en fin d'année, effectivement, on te fait une ristourne. Mais c'est intéressant, mais surtout, en France, on en est au début, mais en Allemagne, en Italie, en Angleterre, ce genre de contrat avec des boîtiers connectés qui prennent toutes les données, ça cartonne, ça fait fureur. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? Mais là-bas, tu as du malus ans aussi si jamais tu fais des... Non, toujours en système bonus de gratification. Pour l'instant. Et surtout, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a 5% d'accidents en moins. Et notamment chez les jeunes. Autrement dit, grâce à ce système de bonus, voilà, je rajoute que la CNIL, en France en tout cas, a tout accepté, que les données sont pour l'instant anonymes, qu'ils sont détruits au bout d'un an et qu'ils ne sont pas revendus à des tierces personnes. Donc, pour l'instant, c'est à peu près caréné quand même comme système. Mais là, c'est vraiment l'assurance voiture. C'est encore, Oui, mais bon, je parle de la voiture. Mais tu as raison, c'est un peu la même logique. Mais sur la santé, je crois qu'il faut séparer deux choses. Les gens qui ont un accident de santé, c'est pas normal s'ils ont une maladie qui leur tombe dessus, qu'on les sanctionne ou qu'on les surveille spécifiquement. Mais quand on a un comportement dangereux, quand on fume, quand on boit, quand on ne fait pas d'exercice comme moi, quand on mange trop gras comme moi, qu'à cause de ça, on s'auto-dénonce après son assureur. Mais il va t'augmenter ta prime. Ça, on soit, si je puis dire, sanctionné, mais moi, ça ne me choque pas. Quand on souscrit une assurance... Pardon, mais ça changerait ton comportement si toi tu serais mais absolument pas, mais c'est normal. On n'est pas... mais il faut dire la vérité, on n'est pas dans la sécurité sociale. Tout le monde est solidaire de tout le monde.
Pour la maladie, c'est une chose. On est dans le comportement particulier. Moi, quand je souscris une assurance, mon assureur me dit, est-ce que vous fumez ? Je marque non, parce que je fume pas. Eh bien, ça me coûte moins cher que si je fumais. Et donc, que celui qui mange pas de gras, qui fait du sport tous les jours, que lui paye moins cher que moi, ça me choque pas. Anne-Marie, tu penses quoi, toi ? Ça infantilise pas un petit peu Oui, quand même, je suis un peu mitigée. Puis finalement, l'éducation alimentaire, est-ce qu'elle doit être prodiguée par des assureurs ? On voit que de toute façon, l'effet, que ce soit en entreprise ou toi, par exemple Gérard, va être moindre. Pourquoi ne pas faire que cette éducation soit plutôt donnée au niveau déjà scolaire, notamment avec des cantines où on a aussi un rôle plus éducatif. Enfin, il y a aussi finalement tout est marchandisé et on le voit, les partenaires des assureurs vont être très gagnants de ces opérations-là, les assureurs bien entendu, et puis les données, à un moment ou un autre, les données de santé pourront peut-être être commercialisées également. Je trouve ce genre de choses c'est la assez fin de la inquiétant. mutualisation et du système d'entraide, socle quand même, qui en France qui fait notre culture aussi. Bien sûr. Je voudrais rappeler quand même une chose, l'assurance, c'est une activité commerciale. Oui. Ce n'est pas un service public. Et c'est pour ça qu'Anne-Marie a raison de dire que ce ne sont peut-être pas les mieux placés pour nous faire de l'éducation. L'éducation à l'école, tu as tout à fait raison, et même tout au long de la vie. Merci beaucoup pour cette question conso, c'était passionnant. Dans un instant, ce sera notre dossier du jour. On va s'intéresser au Made in France. Vous savez que le Made in France, ça fait vendre, évidemment. Tous, j'imagine que quand vous voyez qu'un produit est français, ça va vous inciter en tout cas plutôt à l'acheter plutôt que le voisin. J'espère que tout le monde agit comme ça d'ailleurs. C'est ce que font de plus en plus les gens. Et c'est vrai qu'on le voit dans les sondages, que les gens s'intéressent de plus en plus au Made in France, achètent français. Sauf est-ce qu'on achète vraiment français ? Est-ce qu'on achète vraiment français ? C'est la question, parce que les industriels y ont vu leur intérêt et certains vous donnent l'illusion du produit français, alors que ça n'est pas du tout le cas. Ce sera dans notre dossier du jour dans un instant, mais d'abord... on va passer en cuisine avec Farida. On va cuisiner français. Ah, il est produit français, mais on va voyager un peu justement le curry, aujourd'hui. justement, là, vous me posez une colle parce que le curry, ça vient d'un peu loin quand même. Hein. Et on va surtout faire des samoussas. On va faire des samoussas aux légumes pour recycler un petit peu. Tu sais, la jardinière que ta belle-mère t'a donnée hier matin, par exemple, hier soir, tu sais, après le week-end. Et ben voilà. Donc on va la faire là. En préparant donc des samoussas, j'ai besoin pour faire ces samoussas. Juste on rappelle, samoussas, c'est les petits triangles. Les petits triangles de pâte de briques très croustillantes et garnies avec des légumes ou de la viande. Là, ça va être 100% végétarien. Donc on a besoin pour réaliser samoussas de feuilles de briques, de jardinière, d'un reste de jardinière précisément, d'oignons et de curry. Donc très très peu d'ingrédients pour cette recette. Reste de jardinière. Un reste de jardinière. Mais je sais on pas, a de moins en moins de moyens dans cette mais émission. non, mais attends, le dimanche généralement tu vas chez les beaux-parents, ils te donnent des tas de restes. Et ben le lundi, moi je recycle, je fais des samoussas. C'est les grands repas du week-end avec des petits légumes ou on peut faire avec des achars aussi. Avec des achars de légumes, des légumes grillés. Enfin, tu fais ce que tu veux. Allez, on attaque. Donc, là, on fait dorer. On commence par faire revenir les oignons parce qu'on cuisine un petit peu quand même. Ouais. C'est pas totalement un truc de feignasse, même si on aime bien ici. Ouais, tout à fait. On ajoute la jardinière. Hop là, tiens, Maya, tu peux ajouter le reste ? Ouais. Le reste là, tu vois. Comme ça permet de recuisiner un petit peu la jardinière pour lui redonner un petit coup de peps, tu vois, parce que l'oignon, ça va quand même apporter le parfum du cuisinier, du fait maison, tu vois. Hein. C'est vrai que dès que tu as de l'oignon ou de l'ail, tout de suite, ça fait ça claque. C'est de l'esbrouf, l'oignon, c'est de l'esbrouf. On va ajouter le curry. La pomme de terre, non ? Parce qu'il n'y a pas de la pomme de terre dans les samoussas. Alors, tu sais quoi, je l'ai rajouté dans ma petite préparation là. Effectivement, tu n'es pas obligé de rajouter la pomme de terre, mais quand il te reste un petit pot, même un petit pot de bébé, toi, il y a plus peut-être. Il mange encore un peu. Et ben tu rajoutes le petit pot de bébé dedans. Puis par contre, là, je veux bien du curry. Hop, donc le curry. Et on va ajouter un petit peu, tu peux tout mettre, Et on va ajouter un petit peu d'eau, et puis on va laisser mijoter pendant à peu près 5 minutes, jusqu'à ce que l'eau soit complètement évaporée. D'accord. Et effectivement, là j'ai rajouté, tu vois, dans ma préparation. Oui, ça met toujours un peu de liant quand même dans les samoussas. Oui, c'est vrai que ça le rend beaucoup plus onctueux. Donc là maintenant, on va procéder au pliage. Oh là là, attention. Pliage. Généralement, Maya, les feuilles de briques, tu les achètes comme ça. Oui. Tu retires, bien sûr, la première couche. C'est du papier. C'est du papier. Non, mais je t'assure que j'ai connu des gens qui ont fait les erreurs. Non, mais c'est pas pour toi, je sais que tu sais. J'en suis pas là quand même. Non, mais j'ai connu quelqu'un. Pas loin, mais j'ai connu quelqu'un qui m'avait fait des samosas avec les papiers. Donc, c'est intéressant. je t'assure. Ouais. Je connais des gens très intéressants. Donc ensuite, tu as ta feuille de briques ronde. Oui. Et ensuite, on la coupe en deux. Tu la coupes en deux. Je vais t'en donner une partie. Voilà, une demi-feuille de briques, donc tu te retrouves avec un petit croissant de lune. Et là maintenant, il va falloir je crois qu'il faut confectionner donc un rectangle d'abord. Donc comme ça. On va faire un peu d'origami. Voilà, comme ceci. Très bien. Et ensuite,
c'est très très simple, mais il faut juste avoir le coup de main. Tu prends un petit peu de farce, et la farce, il faut la positionner au bout. Pas complètement au bord, Dans Thomas. un angle? Non, juste, c'est voilà, pas complètement à l'angle non plus. Ah tu vois, ici, un petit peu plus avancé. D'accord. Et ensuite, on en met comme ça, juste la cuillère Juste la cuillère. Voilà, non, on va en faire des petits. Donc là, juste la petite garniture. Et ensuite, voilà, tu fais ton premier triangle, comme ceci. Ah ouais. Ouais. Tu vois. Ah oui, et après, on va et ensuite, replier pour que ça fasse toujours des triangles comme ça. Voilà, exactement. Tiens, ça s'échappe un peu. Ça s'échappe, mais non, ça ne devrait pas s'échapper. Alors attends, tu le repositionnes. Oh purée. Alors attendez. Eh bien écoutez, je crois qu'on est. Non, c'est un grand succès. Il faut le repositionner. Il faut le repositionner. Mais Maya réussit. Voilà. Et ensuite, à la fin. Ah ouais, mais j'ai un souci pour le fermer. Et alors à la fin, regarde. Ah oui, si. Ce que tu fais, tu l'insères comme ceci, comme un portefeuille. D'accord. Et ben voilà. Mais bravo. C'est un presque triangle. Un presque mais magnifique. Mais le coup du portefeuille, ça c'est intéressant parce que tu glisses vraiment en dessous. Et ensuite, hop là. Badigeonne. On badigeonne avec un petit peu d'huile, mais très très peu. Ah, mais je croyais que c'était du jaune d'œuf. Non, non. Juste un tout petit peu d'huile sur chaque face. Et ensuite, on enfourne à 200 degrés pendant à peu près 15 minutes. On ne va pas les faire en friture, on va faire des samosas plutôt légers au four. Ouais, c'est 15 pas mal, minutes ça. à 200 degrés, là on est au top. Et là, c'est une petite sauce? Une petite sauce. Alors, petite sauce légère avec un yaourt grec, dans lequel on va rajouter 2 cuillères de sirop d'agave. Voilà. Et puis... Ah, c'est de la menthe. Voilà, de la menthe fraîche. Et ça va nous faire une petite sauce légère pour accompagner nos on va tremper samosas. ça. Eh oui. Écoute, on peut retrouver de toute façon toutes les étapes de la recette sur le Facebook de La Quotidienne. Et moi, je vais continuer mes petits pliages. Mais oui, et on va déguster ça avec grand bonheur tout à l'heure. Et avant cela, on va se mettre à la marche avec Anne-Marie. Elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Belles, belles, belles comme Qui s'est remis au sport en cette rentrée? Oh, Qui un se peu bouge tout le un petit monde. peu? Moi notamment. Toi, franchement même, je crois. Hein. Ouais, tous les matins. carrément. Tous les matins. Tous les matins et tous les week-ends. Voilà. Et tu as fait de la marche aussi. Le week-end de la marche, oui. De la marche. Gérard, grand marcheur. Devant Ouais, l'éternel. devant l'Éternel. Toujours avec les mêmes chaussures. C'est ça. Absolument. Je les renouvelle tous les 15 jours. Ah, mais c'est incroyable ça. Et toi, Mélanie? Moi, je me réveille la nuit, je me lève la nuit avec ma fille, enfin pour ma fille. C'est ça, Voilà, et c'est du marches- sport. Et tu Donc, marches je pas fais mal. du sport, voilà. Et je marche. Voilà. Bon, parce que c'est vrai que la marche, c'est excellent pour la santé, Anne-Marie. C'est Tu voulais formidable. nous en parler aujourd'hui. Moi, j'adore la marche. Je fais une semaine de randonnée par an, tellement Ah ouais. que je suis fan. Donc, je suis vraiment heureuse aujourd'hui voilà, qu'on ait invité la présidente de la Fédération française de randonnée. Séverine Ikaoui, Séverine Ikaoui. bonjour. Bienvenue. Bonjour Séverine. Alors expliquez-nous l'intérêt général d'abord sur le corps de marcher tous les jours. Ah ben, c'est parfait pour tout. Les articulations, les muscles, le cœur, le moral. Donc tout est bénéfique. Et alors les fameuses 30 minutes de marche quotidienne sont C'est ça. recommandées C'est par la durée tous idéale les organismes de santé. 30 minutes par jour et vous réduisez votre risque de diabète de type 2 de 58%. C'est quand même très drastique en termes de résultats. Incroyable. Donc, c'est Ah ouais. très très fort. Mais j'imagine qu'il y a une distinction entre la marche qu'on va faire tous les jours et une marche qui sera peut-être un petit peu plus sportive. Ah ben tout à fait. Quand on se met à la randonnée, c'est pour effectivement dépasser ces 30 minutes quotidiennes. C'est pour se lancer sur des itinéraires. Alors souvent on commence par quelques heures et puis après, si on y prend vraiment goût, on se lance dans une itinérance. On part plusieurs jours. Ouais. Alors avant de se lancer vraiment dans une grosse randonnée, ce qui est important, c'est un petit peu justement de réintroduire la marche dans son quotidien. Alors il y a des petites astuces. Évidemment, prendre plutôt les escaliers plutôt que l'ascenseur. Mais par exemple, lorsque vous allez au travail, sortir un ou deux bus, arrêt de bus d'avant pour marcher un petit peu plus. Ça m'épate, les gens qui arrivent à faire ça, je trouve ça très fort. Quand il pleut, c'est très très fort. Et faut-il que cette marche quotidienne soit un peu soutenue pour qu'elle soit efficace? Pas spécialement. Non, pas spécialement. Après, oui, si après on peut lui donner une intensité un peu plus importante, c'est aussi bien. Mais non, déjà marchons normalement à 4 km/h, tranquille, et c'est déjà plein de bienfaits. On n'est pas obligé d'avoir des bâtons non plus dans la rue. Hein. Non, et ce qui est extraordinaire, c'est que la marche est vraiment accessible à tous, et quelle que soit notre condition physique de départ, et quel que soit notre âge. C'est ça qui est intéressant. C'est vraiment, c'est totalement gratuit, et c'est vraiment accessible au sens où, voilà, même si vous n'avez pas fait
fait d'activité depuis longtemps, vous vous remettez gentiment à la marche. C'est vraiment une réintroduction qui est formidable. Et en plus... totalement gratuit. Il faut quand même un minimum de matériel. Oui, c'est ça. On va aller voir un petit peu le matériel parce que justement, quand on part sur des grandes itinérances, comme vous les avez indiqué, parce qu'on a la chance en France d'avoir plus de 180 000 kilomètres d'itinéraire. Il y a beaucoup de choix. Beaucoup de choix, en plus avec des paysages magnifiques. Donc, en plus, il y a on fait du tourisme et on fait du sport. De découverte qui est fantastique, et voire même de tourisme gastronomique. Ah oui. C'est complémentaire. Les produits du terroir sont très prisés des randonneurs. Exactement, mais il faut un peu reprendre les calories qu'on vient de perdre. Donc alors, quel est le matériel? Voilà, il y a un matériel quand même. Alors, ce qui est important, ce à quoi on pense évidemment en premier sur la marche, c'est la bonne chaussure. On part pas avec des petites baskets comme ça de ville. Notamment, il y a 2 types de chaussures en termes de ce qu'on distingue de hauteur. C'est ce qu'on appelle la tige, c'est ça. Donc, pourquoi on prend une plus grande hauteur? Alors, la tige haute, elle est plutôt recommandée lorsqu'on est en montagne. Elle est où la tige? C'est l'arrière, c'est ça? C'est l'arrière de la chaussure. D'accord. Voilà. Et donc, sur les tiges hautes, eh bien, la cheville est bien maintenue. Et c'est vrai que quand on fait des dénivelés, qu'ils soient positifs ou négatifs, c'est important d'avoir cette assise du pied sur le chemin. Donc, on recommande plutôt la tige haute sur les terrains de montagne. La tige basse étant parfaitement suffisante pour la plaine, la campagne, la ville. Est-ce qu'il faut des chaussettes spéciales pour mettre dans ces chaussures, justement? Oui, en fait, des chaussettes, notamment des chaussettes qui vont sécher un petit peu plus vite, des chaussettes aussi qui vont minimiser les frottements. À cet égard, il est très important de ne jamais commencer une grosse randonnée avec des chaussures neuves. Ça, c'est vraiment l'erreur de débutant parce qu'on peut se retrouver avec des ampoules qui sont totalement insupportables. Donc déjà, on dit faire sa chaussure avant. Donc partez peut-être quelques week-ends avant avec vos nouvelles chaussures pour leur donner un petit peu la forme de votre pied. Et on dit qu'il faut les choisir un petit peu plus grandes que notre pied, c'est vrai? Alors, pas forcément. Ce qu'il faut surtout, c'est les choisir donc avec effectivement des bonnes chaussettes qui sont souvent un petit peu épaisses. Donc, il faut avoir sa chaussette de rando pour essayer sa chaussure. Et puis, comme pour toutes les paires de chaussures, on recommande plutôt de les acheter en fin de journée, quand le pied est un petit peu gonflé. Et comme ça, on est sûr d'être confortable quand on est sur le sentier. Et alors, c'est moins agréable pour le vendeur, mais c'est un plus pour les aléas du métier. Et alors, vous avez des bâtons de randonnée à côté de vous. Est-ce qu'ils sont utiles pour n'importe quel type de randonnée, ces bâtons? Alors oui, ils sont utiles pour n'importe quel type de randonnée parce que d'abord ça fait travailler tout le haut du corps. Donc en termes de bienfaits, comme on disait tout à l'heure, et bien du coup ça en fait un supplémentaire. Lorsqu'on est en montagne, eh bien à la montée ça aide à la progression, à la descente ça permet de retenir un petit peu. Donc c'est plus sécurisant. Et puis quand on maîtrise bien la technique du bâton, eh bien on marche un peu plus vite, un peu plus longtemps, avec le même effort physique. Voilà, moi personnellement j'ai adopté justement les bâtons parce que j'ai les genoux un petit peu fragiles. Et c'est vrai qu'en descente c'est très difficile. Au bout d'un moment on fatigue et donc le bâton permet justement de s'équilibrer et d'éviter de faire une trop grosse charge sur le genou. Toi aussi Fabien, tu t'es mis au bâton, tu m'as dit. Oui, dans les bois, ça fait fonctionner les bras, ça guérit le dos et puis ça t'oblige à avoir une stature très très droite comme ça, c'est vraiment parfait. Attention toutefois, avec des bâtons, quand on commence avec des bâtons, qu'on a des petites chaussures comme ça, très légères, très adaptées, un coup de bâton dans la chaussure, ça peut handicaper pendant des semaines. Ah oui. C'est du vécu. Donc méfiance quand même. Ah oui. Important aussi pendant votre randonnée, c'est de bien vous hydrater régulièrement. Alors là, on a montré des gourdes, vérifiez quand même que les gourdes sont sans bisphénol A, sans BPA, d'accord, des gourdes en plastique ou sinon en aluminium. Et après, pour se recharger en termes d'énergie, il faut grignoter un peu. Il faut grignoter un petit peu, mais pas les barres céréalières du commerce. Non. Privilégiez plutôt les fruits secs, les oléagineux, les amandes, les noix, les pistaches, qui vont être beaucoup plus intéressantes pour à la fois vous redonner de l'énergie, tout en évitant un gros pic glycémique qui n'est pas non plus à rechercher quand on fait du sport. Ouais. Sachant qu'en général, les randonneurs aiment bien aussi goûter les produits du terroir. C'est ça. Pendant la randonnée. Voilà, donc il y a toujours un petit couteau pour le saucisson éventuellement. Le fromage, etc. Donc on voit, c'est une activité vraiment très complète et qui apporte vraiment à la fois des bienfaits physiques mais aussi mentaux très intéressants. Voilà, et c'est vraiment l'activité. On précise quand même que pour une activité un peu sportive, comme là vous la préconisez, il faut quand même en parler à son médecin avant. Tout à fait. Parce qu'il peut y avoir
aura des contre-indications, j'imagine, pour certaines personnes. Il y a peu de contre-indications, mais après, il peut y avoir, on va dire, un accompagnement. C'est vrai que certaines personnes, vous parliez de sédentarité tout à l'heure, qui n'ont pas fait d'activité sportive pendant longtemps, vaut mieux effectivement les conseiller sur, on va dire, une manière progressive de réattaquer la randonnée. Dès lors qu'on y va par palier, de toute façon. C'est ça, donc il faut arriver, et souvent donc aider de son médecin à juger de sa propre capacité à. Après, il faut s'essayer, faire 1 heure, faire 2 heures, ou aussi se faire accompagner par un club de randonnée. 3500 clubs. Aujourd'hui, il y a 3500 clubs de randonnée à la Fédération française de randonnée pédestre, donc il y en a partout. Et où là, vous allez trouver des gens qui vont vous aider à démarrer votre activité, à vous jauger et puis à faire les parcours qui vous conviennent. Vous randonnez, vous, chaque semaine, tous les mois, régulièrement? Chaque semaine, j'aimerais bien. Chaque semaine, j'aimerais bien. Mais là, je rentre de vacances où j'ai fait de très beaux itinéraires dans l'Hérault. Je recommande la montée du pic Saint-Loup. C'est magnifique. Merci beaucoup, Séverine, d'être venue nous voir. Dans un instant, c'est notre dossier du jour consacré, je vais y arriver, au Made in France. Mais d'abord, soyons solidaires. Et toute cette semaine, on va se mobiliser pour une initiative qu'on aime beaucoup. Ça s'appelle Tricoter et Cœur. C'est une initiative initiée il y a plus de 10 ans par l'école des grands-parents européens. Ce sont en effet près de 8000 grands-mères qui tricotent pour les bébés de mamans en difficulté. En 2016, il y a eu 50 000 tricots qui ont été distribués comme ça aux enfants. Ils sont offerts à des associations comme l'aide aux mères de famille ou les relais de bébés des Restos du Cœur. Et elle fait de plus en plus d'émules, cette association, parce qu'il y a un petit peu plus de 200 tricoteuses qui la rejoignent chaque année. Et ces tricoteuses, elles ont besoin de matériel pour pouvoir offrir ces pièces à ses enfants. Donc on va faire appel à vous toute la semaine parce qu'on va rechercher des pelotes de laine. Donc où que vous soyez, l'association elle a des relais un peu partout en France. Donc ces pelotes de laine seront les bienvenues. On en recherche 50. Si vous avez envie de faire ce geste, vous allez sur la plateforme de la quotidienne France TV dans la rubrique Contribuer aux Soyons solidaires. Ou alors vous nous envoyez un message au 41 555 en laissant bien s'il vous plaît votre nom, votre numéro de téléphone et le don que vous êtes prêt à réaliser pour l'association Tricoter Cœur. J'espère qu'on va exploser cette jauge. Maintenant, c'est le moment de notre dossier du jour, dossier Cocorico. C'est vrai, j'ai fait mon choix, je suis français, made in USA. Oh oui, j'ai fait mon choix, je suis français, made in USA. 75% des Français se disent motivés pour acheter des produits made in France et le secteur de l'alimentaire n'échappe pas évidemment à se fabriquer en France, ça fait vendre. Alors du coup, certains industriels n'hésitent pas à entretenir un joli flou artistique autour de l'origine de leurs produits, quitte à les franciser un petit peu pour vous les faire acheter. Alors quelles sont les techniques pour vous tromper? Quels sont surtout les pièges à éviter? On va voir ça avec nos invités du jour. Et avec nous aujourd'hui Charles Huette. Bonjour Charles. Bonjour. Vous êtes expert Made in France et auteur du guide Made in Emploi. Et à vos côtés, Rodolphe Bonas. Bonjour Rodolphe. Bonjour. Président directeur général de CACOM. C'est un expert en analyse du marché de la grande distribution. Alors c'est vrai qu'en général, l'origine des produits figure sur l'emballage. Encore faut-il le voir. Et en matière alimentaire, les fabricants font parfois absolument tout pour vous tromper. En tout cas, c'est l'impression qu'ils donnent. Vous allez le voir dans ce reportage de Laura Roseman. Au marché, au supermarché, pour les fruits et légumes, la viande, le miel ou le vin, vous êtes de plus en plus à préférer les produits français. Si les produits sont fabriqués en France, je les achète en priorité. Pourquoi? Parce que les savoir-faire, la qualité. C'est très important de pouvoir encourager l'économie française, tout simplement. Mais êtes-vous certain que les produits que vous achetez sont 100% made in France? Nous avons sélectionné 2 produits. Ce miel, par exemple, pensez-vous qu'il est français? Je regarde, domaine Saint-Georges, 64. A priori, oui, c'est français. Et pour ce vin? Éventuellement, oui. Le dessin, la décoration de la bouteille. Eh bien non, car ce vin est en réalité d'origine espagnole. Tout comme le miel, 100% tradition mais récolté en partie en Hongrie. Mais il fallait le voir, écrit en tout petit, ou derrière la bouteille. Ces étiquettes trompeuses pour le consommateur ont mis en difficulté des viticulteurs dans le Gard. Xavier Fabre cultive 30 hectares de vignes près d'Avignon. Il est le porte-parole d'un syndicat de vignerons qui a fait une mauvaise découverte au début de l'année. On s'est rendu compte qu'après la récolte 2016 qui a été correcte dans nos caves, que les stocks diminuaient pas et qu'on avait du mal à vendre nos vins. Donc on s'est posé des questions, on a voulu savoir un petit peu d'où ça venait.
Alors ils se sont rendus dans des supermarchés et ont découvert que de nombreuses bouteilles qui avaient l'aspect de leur vin du Languedoc contenaient en fait du vin espagnol. Dans le rayon, tout est mélangé et les marques sont francisées de vins étrangers, donc le consommateur ne fait pas la différence entre du vin étranger et du vin français. Démonstration avec ces 2 bag-in-box, ces fontaines à vin achetées en hypermarché. Le premier, une marque de distributeur historique, estampillée Vieux Carillon. Le second, une marque de distributeur aussi, apparue en début d'année, estampillée Carillon. Dans le premier, le Vieux Carillon, du vin de Pays d'Oc qui est produit donc en Languedoc-Roussillon et qui est acheté aux vignerons, aux producteurs, entre 85 et 1 euro le litre. Et là, c'est du vin d'Espagne qui rentre à 35 centimes le litre. Et pourtant, à la vente, il y a seulement 2 euros de différence. Après plusieurs actions choc dans 5 hypermarchés de leur région, la grande distribution a écarté les vins étrangers des rayons de vins français. Une petite victoire pour les vignerons, car certains n'ont toujours pas vendu la récolte de l'an dernier. J'ai mes voisins, j'ai des collègues, de nombreux collègues dans le département, où la même cuve est pleine, et donc eux, ils ne savent pas comment ils vont la vendre, à qui, à quel prix, et quand est-ce qu'ils vont être payés. Donc pour eux, c'est vraiment des situations dramatiques. Même si aujourd'hui la situation s'est améliorée, Xavier Fabre est toujours vigilant et fait régulièrement le tour des supermarchés de la région. Mais lorsque l'on parle d'arnaque au Made in France, il n'y a pas que le vin qui est concerné. C'est ce qu'a constaté 60 millions de consommateurs, notamment sur les huiles d'olive. Là, on a une allégation de tradition. On a une photo qui montre un paysage plutôt français. On met une adresse à Beaucaire. On met maison familiale fondée à Nîmes. Donc là, c'est quand même super français, hein. Et puis, en tout petit, vraiment, faut vraiment le voir, on s'aperçoit que les olives ne viennent pas de France. Et même constat pour le miel. Il porte un nom français, il y a une adresse en France, il y a même une allégation signée par un producteur français qui fait vraiment croire qu'il s'agit de son produit. Et puis quand on regarde derrière le produit, sur l'étiquette, mélange de miel originaire de l'Union européenne. Pour l'huile d'olive et le miel, la production française n'arrive pas à suivre la demande. Alors la tentation est grande de franciser les produits pour augmenter les marges, mais pas de différence de prix à la caisse. Mais lorsque l'on regarde bien derrière ces miels, vins, huiles, l'origine est bien indiquée, mais en tout petit. Dans ce contexte, peut-on vraiment parler de pratiques commerciales trompeuses? Oui, selon la DGCCRF. La présentation des produits ne doit pas induire le consommateur en erreur. Donc évidemment, je dirais que dans la sanction qu'on peut prononcer, il y a une différence entre ce qui relève de la maladresse ou de la négligence de la part d'un professionnel, où on a une présentation qui n'est pas claire. Il y a aussi des cas de fraude avérée, où il y a une volonté manifeste d'un opérateur ou d'un professionnel de transformer un vin en vin français. Donc, pour les deux cas, c'est plus ou moins la même réglementation qui s'applique, c'est-à-dire la pratique commerciale trompeuse, mais évidemment, on l'applique de manière différente et proportionnée en fonction des manquements. Une sanction qui peut aller jusqu'à 2 ans de prison et 300 000 euros d'amende. Pour la DGCCRF, il est facile de condamner une tromperie avérée, en contrôlant les factures d'approvisionnement par exemple. Plus compliqué en revanche de sanctionner une marque qui utilise l'image de la France pour booster ses ventes, mais cela peut arriver. Récemment, il y a eu la condamnation d'un professionnel qui avait sur l'étiquette de son produit, en face avant, représenté une carte de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et même si en face arrière il était écrit en petit que les olives ne provenaient pas de la région, ça induisait manifestement en erreur le consommateur. Et attention aux mentions élaborées, mises en bouteille, conditionnées en France, ce n'est en aucun cas une garantie que la matière première est française. Alors, on va commencer la discussion avec un message de bon sens par rapport à ce qu'on vient de voir. Pourquoi n'y a-t-il tout simplement pas l'obligation d'afficher de manière très claire les origines des produits alimentaires, demande Sylvie. Parce que ce n'était pas prévu par la loi. La loi, elle sectorise, elle va dire la viande c'est obligatoire, le vin c'est obligatoire, le miel, maintenant le lait, mais les fruits frais, il y a comme ça une série de choses, mais il faut que ce soit spécifiquement prévu. Et il ne faut pas que ce soit contraire aux règles européennes, parce que si vous décidez demain que les noix, c'est le cas, mais enfin qu'un produit, ce sera marqué
Made in France, c'est anticoncurrentiel avec nos amis allemands, hollandais, etc. Donc il ne faut pas que ce soit contraire aux règles européennes. Donc c'est très lourd. Le plus simple serait que l'Europe décide que tous les produits doivent comporter leur origine. Mais tout le monde n'y tient pas. Oui, mais c'est vrai que tu parles de l'Europe. C'est vrai que souvent, on voit marqué simplement origine Union européenne. Et c'est quand même assez flou, ça, pour le consommateur. Mais c'est effectivement les règles du Made in, le code des douanes, il est européen. Tout le monde n'a pas ce même intérêt à défendre ses terroirs, tout le monde ne produit pas de la même manière, les Allemands et les Hollandais en particulier. Mais par contre, sur l'alimentaire, il y a une obligation de marquage d'origine sur tous les produits de base. Les fruits et légumes, le pays d'origine doit être inscrit en aussi gros que le prix sur tous vos fruits et légumes. C'est sur les produits transformés, où là on a eu tout récemment une évolution de la réglementation sous la pression des consommateurs et des agriculteurs, qui ont exigé que sur les produits transformés à base de viande ou de lait, l'origine de cette viande et de ce lait soit également inscrit. Et là, voilà. Enfin, vous dites produit de base, pardon, mais le miel, c'est un produit de base, non? Et on a vu, il y a marqué origine Union européenne ou mélange de miel. Bon, ah oui, alors ça, c'est encore autre chose. Vraiment rien, alors, ce qui est très, très compliqué, c'est que c'est vraiment par typologie de produit et c'est en train de se mettre en place progressivement. Mais déjà, pour éclairer le débat, il faut tout de suite faire la différence entre made in France, fabriqué en France, transformé en France et origine France. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez ce qui est fabriqué en France, c'est-à-dire l'usine est en France, on fabrique le produit en France, et de l'autre côté, ils peuvent venir du monde entier. On en a l'illustration avec une sauce tomate. Voilà, exactement. Qui est, on voit la carte de France et le fabriqué en France. Et puis quand on retourne l'étiquette, voilà. Là on a l'origine des produits qui n'est pas exactement la même. Exactement. Donc c'est bien la notion de fabriquer, transformer, c'est vraiment l'usine est en France. Et l'autre partie, c'est l'origine. Et là, pour le coup, quand vous avez origine, par exemple, viande origine France, là, vous savez que la viande vient de France. Et c'est pour ça que c'est compliqué, parce que par moment, vous pouvez avoir des produits fabriqués à l'étranger, mais avec des ingrédients d'origine française, et des produits fabriqués en France avec des ingrédients d'origine étrangère. Donc il faudrait marquer aussi l'origine de chaque produit entrant dans la composition. Mais c'est ça le problème, c'est qu'effectivement, que ce soit pour de l'alimentaire ou pour du textile ou une voiture, il y a deux sujets. Il y a le lieu où ça a été fait et il y a l'origine de tous les composants, tous les ingrédients. Ah oui. Et jusqu'où on remonte. À un moment donné, on ne va pas parler de textile, mais enfin, le coton ne pousse pas en France. Jusqu'où on remonte pour expliquer aux consommateurs la chaîne. Par contre, là où vous avez raison, c'est qu'aujourd'hui, c'est facultatif d'indiquer le pays précis pour les ingrédients. UE suffit. UE, je pense que ça satisfait aucun consommateur. C'est juste satisfaisant pour quelques industriels qui ne veulent pas être transparents. Mais typiquement, sur le sujet tomate, on a tout récemment la ministre de l'Agriculture italienne qui, à la suite de la fusion de deux acteurs de la tomate en Italie, a pris une initiative toute seule, sans attendre l'Union européenne, pour rendre obligatoire le marquage d'origine de toute tomate rentrant dans la composition d'un produit transformé. Parce que les tomates, pour les Italiens, ils c'est sacré. Ils ne plaisante pas avec ça. Exactement. Mais ça veut dire que dans chaque pays, on pourrait vraiment le faire. Il y a des initiatives à prendre. Alors, bien sûr, on peut s'appliquer, mais néanmoins, on voit bien que c'est sur cette ambiguïté que joue l'ensemble des acteurs du marché. C'est-à-dire qu'à des moments, vous avez des étiquettes dans lesquelles vous voyez transformé en France. Vous dites, tiens, qu'est-ce qui se passe? Transformé, élaboré, oui, fabriqué, élaboré, fabriqué, hein. c'est made in France, tout ça, c'est pareil. Tout d'un coup, vous voyez, hop, un label bio, hop, et puis une carte avec une région. Puis vous retournez l'étiquette, vous regardez bien dans le détail. En effet, c'est bien fabriqué dans une région avec une usine française. Les produits sont bien bio, mais ils viennent de l'étranger. Vous voyez que c'est bien ça où on essaie d'induire le consommateur dans une espèce de flou qui ne l'aide pas à choisir. Non. Alors après, il y a une remarque intéressante d'un téléspectateur qui nous dit, Claude, les produits alimentaires made in France sont-ils forcément de meilleure qualité ou est-ce une arnaque de nous faire croire ça? Là aussi, il y a peut-être arnaque. Made in France, ça ne veut pas dire forcément de qualité non plus. Absolument pas. Et ça ne veut pas dire des produits d'origine française. Je répète, c'est très important. C'est-à-dire que là aussi, si on peut dire une chose, c'est-à-dire une viande d'origine française, d'accord, à 80%, ça va être, d'abord, on dit souvent du bœuf, mais en fait, c'est de la vache, hein, on le sait tous. Hein, c'est-à-dire que la viande de bœuf, c'est souvent des vaches. Et puis, pour ces vaches-là, 80% de leur alimentation, c'est de l'herbe. Alors qu'à l'international, une viande bovine, par exemple brésilienne ou argentine, eh bien, elle est nourrie avec du soja.
Donc, vous voyez tout de suite qu'il y a des différences qui peuvent s'opérer. Donc, attention à la notion d'origine. On n'est pas, après, un produit français n'est pas forcément par magie de plus grande qualité parce qu'il est français. Seulement, on a quand même une réputation qui n'est pas basée sur rien. Oui, oui. Et puis, mais par contre, effectivement, il ne faut pas faire de systématisme sur la qualité. Là où c'est systématiquement vrai, par contre, c'est qu'il y a une empreinte carbone qui est meilleure parce que nécessairement, c'est plus local et ça vient de moins loin. Et puis sur l'emploi. Et puis sur l'emploi et les savoir-faire, là, pour le coup, on les soutient. On les soutient mécaniquement, directement. Alors très concrètement, et on va citer des marques, Anaïs nous dit, est-ce qu'on peut avoir confiance dans les marques distributeurs Reflet de France ou Nos Régions ont du talent qui mettent en avant la valeur France justement de leurs produits? C'est vrai que ça sent bon la France. Ça sent bon la France. Alors, ces marques-là, elles ont été particulièrement auscultées. Et donc, en l'occurrence, pour une marque comme Reflet de France, ils garantissent des produits qui sont 100% fabriqués et parfois même fabriqués et d'origine française. Et après, quand vous regardez, ils expliquent tout de suite qu'il y a des produits sur lesquels ils ne peuvent pas. Parce que vous savez que parfois, on consomme plus que ce qu'on produit. Donc typiquement, ils disent que les amandes, l'huile d'olive, c'est un peu plus compliqué et qu'ils sont parfois obligés de faire appel à l'import. Mais sur toutes ces marques distributeurs, c'est vrai alors ça c'est simplement pour donner vraiment un éclairage, lorsqu'on est sur une marque distributeur au sens large, on a plus de chances de tomber sur une entreprise agroalimentaire française. Pourquoi ? Parce que c'est du local. Est-ce que ce ne serait pas plutôt le label Origine les France AOC, Garantie, Origine France Garantie, qui est le seul label qui assure pour le coup que le produit à 50% a été... Alors 50% du prix de revient. Voilà, a été... Plus, alors 50%, le label Origine France Garantie vaut pour tous les types de produits. Il y a deux critères, c'est 50% du prix de revient et lieu de transformation en France. Mais pour l'alimentaire, a été rajouté un troisième critère qui est sur l'ingrédient. L'ingrédient principal doit être français. S'il est plus de 30% du poids de la recette ou s'il est dans la dénomination commerciale, il doit être français. Origine France Garantie est fiable, les AOC sont fiables, Vente de France ou Lait de France sont fiables. Pour revenir à Reflet de France, il faut, au-delà de toute marque, bien que le consommateur déjà prenne la peine de lire les étiquettes et se fie à ce qui est précisément écrit, allégué. Parce que souvent, on va considérer comme une tromperie quelque chose qui ressemble. Au final, ils n'ont jamais dit... ils n'ont jamais menti stricto sensu par écrit. Ils ont fait croire que, peut-être un peu petit. À un moment donné, élaboré en France, ça ne veut pas dire né, élevé, cultivé en France. Ça veut dire élaboré en France. Donc à un moment donné, les mots ont un sens et il faut que les consommateurs soient bien précis sur leur lecture. Mélanie dit il y a un drapeau bleu-blanc-rouge. Est-ce qu'on a le droit, Gérard, d'appliquer un drapeau bleu-blanc-rouge? Je le vois là, par exemple, sur cette huile d'olive vierge extra France. Là. Est-ce qu'on a le droit de l'appliquer si le produit n'est pas authentiquement français? Ce qui est interdit par le Code de propriété industrielle, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les marques de l'État. C'est-à-dire le fameux tampon de l'État avec la République dessiné dessus, le logo de la gendarmerie, que sais-je. Le drapeau, il n'y a pas de réglementation. Et ça pourrait être un drapeau hollandais ou luxembourgeois avec ces trois couleurs-là. Mais encore faut-il que ce ne soit pas destiné à tromper. Donc effectivement, si au-dessus de quelqu'un avec un béret basque, vous avez deux drapeaux croisés, ça peut être dans le but de tromper le consommateur. C'est décoratif, c'est pas interdit. On a le droit. Alors on a un petit burger qui est sur cette table avec des petites Il a l'air délicieux. en écho à la question de Karine qui nous dit les pubs McDo mettent souvent en avance l'origine France de leurs produits. J'ai du mal à y croire. Est-ce que c'est du marketing de façade? C'est vraiment un cercle vertueux qu'ils ont entrepris depuis quelques années. Ils sont là aussi très auscultés. Les frites ici sont 100% françaises, la pomme de terre française. Les potatoes ne sont pas forcément françaises. La viande... Les potatoes, c'est les autres frites plus épaisses. D'accord. L'engagement, c'était des frites françaises. Donc les frites sont françaises. Celles-ci, elles sont françaises en l'occurrence. Et le steak est à 50% français. Quant au pain, maintenant, à la farine de blé, elle est en effet bio. Ça veut dire quoi, un steak 50% français? Ça veut dire que l'autre partie est d'origine irlandaise. En fait, les pattes arrière de la viande sont d'Irlande. Parce qu'il est déjà très fin, il est très fin déjà, donc à couper en deux. La moitié globale des achats de McDo est d'origine France, l'autre moitié est d'origine européenne. Et on peut rajouter à ça, ils commencent à sourcer en salade aussi en Normandie. Et l'intégralité de leur chicken nuggets est aussi made in France désormais. Donc ils font des vrais efforts, c'est en poulet effectivement. On n'a pas les conditions d'élevage du poulet, mais bon. Voilà. Non, c'est sûr. Et là encore, on est stricto sensu sur le sujet emploi local. Après, qualité, bio, conditions d'élevage, c'est d'autres combats complémentaires et connexes. Mais il y a eu d'ailleurs, par rapport à ce que dit Charles, il y a eu des études qui ont été démontrées, c'est que finalement, plus la conjoncture économique est un peu difficile, plus la notion de cette consommation, on va dire, culturelle est forte. C'est-à-dire que plus il y a une attente
sur l'achat local, l'achat français, l'achat cocardier, on va l'appeler comme ça. Ce qui ne va pas forcément faciliter nos achats, justement, parce qu'on voit qu'il vaut parfois mieux acheter une marque étrangère qui va donc créer de l'emploi en France plutôt que d'acheter une marque française. Et voilà, c'est toute cette lecture qui est compliquée. Très bien, merci beaucoup en tout cas de nous avoir aidé à y voir plus clair aujourd'hui. 3 petits conseils à retenir avant de refermer ce dossier. D'abord, on vous l'a dit, les mentions élaborées ou transformées en France ne signifient pas que l'origine de la matière première est-elle française. Certains labels comme Origine France Garantie, Viande de France assurent l'origine française des produits. Et puis ne vous fiez pas aux apparences, un packaging qui met en avant la France, ses paysages, ses noms à consonance française ou même son drapeau, ça ne veut pas dire que le produit, lui, est authentiquement français. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau et merci à Gisèle Gérin qui nous a aidé à préparer ce dossier. Dans quelques minutes, on va répondre à vos cas pratiques. Avant cela, c'est le moment d'ouvrir un nouveau feuilleton de la semaine, une nouvelle série sur les producteurs qui inventent en ce moment l'agriculture de demain. Et on va commencer par l'aquaponie. En France, depuis plusieurs années, des chercheurs développent ce mode de culture. Aujourd'hui, des poissons commencent même à apparaître dans les potagers des particuliers, comme nous le montre ce reportage de Sybille Véron et Geoffrey Bertrand près de Lyon. Dans cette serre, à quelques kilomètres de Lyon, les plantes poussent les pieds dans l'eau. Et grâce à un engrais un peu particulier. Ici, pour nourrir fraises et basilic, les chercheurs, comme Bernard Darfeuille, exploitent les excréments des poissons. C'est l'aquaponie, ou comment connecter poissons et végétaux. C'est l'île Mélanote. C'est un poisson de fleuve et de rivière. Son poids peut atteindre entre 500 grammes et 2,5 kg, voire jusqu'à 5 kg. Plantes et poissons grandissent côte à côte. Plus le poisson grandit, plus les déjections sont importantes et plus ma plante se développe et plus les demandes en besoins nutritifs sont importants. Les ingénieurs essaient donc de trouver la bonne dose d'aliments à donner aux poissons. Et pour transformer les déjections en engrais, puis purifier l'eau, ils ont une bactérie secrète. Sur ces petits médias, les bactéries malignes intelligentes fixent l'ammoniac et le transforment en nitrite et en nitrate assimilables pour les plantes. Pour cet horticulteur, l'aquaponie est un système vertueux. La perte d'eau est minime car elle est sans arrêt recyclée. Quant à la production, elle se fait dans un espace réduit. Ce pilote a été conçu pour produire jusqu'à 2 tonnes de poissons. Et on peut produire sur une surface de 130 mètres carrés. On peut considérer que ce pilote peut être transféré en entreprise. C'est-à-dire que ce pilote pourrait être accueilli au niveau des serristes ou pour une collectivité qui déciderait de produire ses propres légumes pour cette propre cantine notamment. Peut-être une solution d'avenir, notamment dans les villes. En France, plusieurs centres de recherche en font le pari. Et une ferme développe cette activité depuis près de 3 ans. À l'origine, Pierre Zimmermann est pisciculteur. Il y a surtout des gardons, puis tous les poissons d'étang, gardons, carpes, beaucoup de polyculture avec des carnassiers, des brochets, des cendres, etc. Il a eu l'idée de se diversifier pour faire face aux difficultés de son métier, comme les aléas climatiques ou les attaques de cormorans. En mêlant pisci et agriculture, son activité est devenue plus rentable. Ici, on a testé plein de plantes différentes, dont les tomates. On peut avoir une double rentabilité, notamment sur les poissons et sur les productions de végétaux. Donc là, on parle de tomates, mais on peut aussi parler d'herbes aromatiques, de coriandre, de basilic, de plantes qui ont de la valeur ajoutée. Comme là, on a démarré du cresson de fontaine. Et par rapport à un élevage classique, il constate des économies de ressources et d'énergie conséquentes. C'est très bénéfique pour les poissons parce que la qualité de l'eau reste bonne. Donc après, à nous de ne pas trop nourrir ou de pas mettre trop de poissons. Et une fois que le système est équilibré, ça marche tout seul. Simple au point d'investir les balcons des grandes villes. Depuis peu, les particuliers tentent à leur tour l'expérience grâce à ces modèles réduits. Sceptique au départ, ce Parisien trouve le principe finalement assez magique. La seule chose qu'on fait, c'est de nourrir les poissons le matin. Et c'est tellement facile à faire et tellement ludique que finalement tout le monde se bat pour nourrir les poissons. En 2 mois, vous avez vu tout ce qui a poussé. Là, il y a de la coriandre, du concombre qui pousse. Moi, j'avais jamais vu un concombre pousser et je ne savais même pas que ça poussait sur des plantes comme ça. C'est la 3e fois qu'on coupe ces blettes et on a mangé nos propres blettes du jardin il n'y a pas longtemps. Pour installer ce type de bassin potager,
Le faire monter et l'agrémenter de poissons et de végétaux, il faut compter environ 1 300 €. Évidemment, c'est pas ça qui va me rendre autosuffisant. Après, l'autre partie de l'expérience qu'on va faire d'ici quelques mois, c'est qu'on va mettre des poissons qui auront vocation à être mangés. Couper une salade, c'est pas très compliqué, mais récupérer un saumon et le vider dans sa cuisine, ça on va passer à un autre niveau là, de complexité. Alors, avant de pêcher sur son balcon, il compte essayer la culture de melons et de pastèques. Voilà, et la suite de ce feuilleton demain avec une autre invention extraordinaire, ça s'appelle le polytère et ça permet aux arbres de pousser sans gaspiller la moindre goutte d'eau. C'est le moment de déguster ta recette, Farida. C'est samoussa. Samoussa au petit légumes. Jardinière de légumes. Voilà, et au curry avec la petite sauce légère au fromage blanc. Ouais. Alors c'est délicieux. Tu vois, avec les restes, en 2-3 mouvements, voilà, les petits triangles. Avec les restes de ta belle-mère. Avec les restes de ma belle-mère, voilà, j'ai ajouté du curry. Et en fait, c'est une recette made in France. Puisque le curry, il vient de très très loin. Bien sûr. Mais ça a été fait sur place. D'après, j'ai écouté le dossier. Oui, c'est bon, ça a été transformé en France. Bon, est-ce que vous aimez, là? Vous n'avez même pas goûté? Oh. Parce qu'il Il a tout mangé? Il m'a dit qu'il voulait tout manger, alors... Ah d'accord, okay, dis sympa, donc. très bien. À la galanterie, Fabien, bravo. Oh, et si jamais il reste un petit peu de briques, t'as une petite astuce, alors, toi, Farida. S'il reste des feuilles de briques, je vous conseille de faire des petites coupelles, de réaliser des coupelles pour garnir avec des fruits, des petites coupelles de dessert. Alors, vous avez votre feuille de briques, vous la taillez en cercle, comme ça. Vous dorez un petit peu avec un petit peu d'huile, badigeonnez au pinceau. Vous en mettez très peu, ça sert à rien de l'enduire complètement, voilà, comme ceci. Ensuite, prenez votre moule, alors de préférence un moule relativement haut. Comme ça, votre coupelle est bien profonde et vous pourrez la garnir correctement avec ce que vous voulez. Des fruits, de la chantilly, on verra ça après. Et alors là, vous vous embêtez pas sur le pliage, on fait un petit peu n'importe quoi, c'est vraiment une collerette. Ah oui, tu peux mettre le point, hop là, comme ça, tu vois, direct. Ensuite, vous mettez quelques fruits secs pour garder, vraiment conserver cette forme quelques légumes secs, profonde, quelques légumes secs, oui. On a des haricots. Voilà, des haricots blancs. Et ensuite, on laisse chauffer au four quelques minutes à 180 degrés jusqu'à ce que la collerette soit toute dorée. Et ensuite, ça donne ceci. Joli. Ah oui, et ensuite, vous pouvez garnir, vous voyez, avec un petit peu de chantilly, voilà, comme ceci, des fraises. Un petit peu de chantilly, vraiment une lichette. Là, une petite lichette, écoute. Est-ce qu'on remettrait pas un petit bout de chantilly par-dessus? Allez, Maya. Quelques fruits au sirop, attention. Ah bah voilà, bien sûr. Oh, mais alors là, merci voilà. Maya, mais ressemble, on la voit même plus, ma collerette. Voilà l'astuce, on la voit même plus. L'astuce du jour. Ah, bravo. Maya. Bravo, qu'est-ce que c'est lamentable. Bon, surtout pas de gaspillage. Pas de gaspillage, mais non, mais vous inquiétez pas. Voilà. On va manger tout ça. Bon, très bien. Vous trouvez bien sûr la recette sur Facebook de La Quotidienne. Eh bien, très bien. Et nous, on rejoint les copains dans les canapés pour répondre aux cas pratiques. Et la première question, elle sera pour toi, chère Anne-Marie. Oui. Tout va bien? Très bien. Tu es allée marcher un petit peu en attendant. Les samosas, excellent. T'as vu les samosas? C'est bon, hein? Ah, mais vraiment, j'adore. Très bon, très bon. Bon, cette question, c'est Christian qui va te la poser. Bonjour Christian, vous êtes avec nous en ligne? La connexion est bonne, tout va bien? Oui, ça va, oui. Vous nous appelez d'où, Christian? D'Andilly, dans le 95, Val d'Oise. Dans le Val d'Oise, très bien. Et alors, vous avez une petite question pour Anne-Marie, on vous écoute. Bien, j'aimerais savoir s'il existe des huiles essentielles pour se protéger des tiques. Des tiques? Pourquoi, vous avez eu un problème avec des tiques? Je ne sais pas si vous êtes allé vous promener soit en forêt, etc. cette année, mais alors il y a une multitude de tiques qui vous agressent, qui vous sautent dessus. C'est une horreur. Ça t'est arrivé, toi, Fabien? Pourquoi tu vas te balader en forêt tout le temps? Bien sûr, j'en ai eu, là, derrière, sur la tête, ça va même sur la main, pas que sur les bêtes. Bien sûr, il faut faire attention pour les enfants. On a parlé des maladies. Tout à fait, en fait, c'est très, très important cette année, vous avez raison, Christian, de le souligner, c'est une année à tiques. Le climat a fait qu'il y a une éclosion particulièrement importante, et attention, les tiques peuvent véhiculer une maladie qui est très grave, qui s'appelle la maladie de Lyme, qui est souvent très mal diagnostiquée aussi. Donc, si vous êtes piqué par une tique, déjà la première des choses à faire, c'est le retirer, non pas comme ça à la main, mais avec un tire-tique. Donc ça, c'est la première chose. Et d'aller voir, voilà, et il faut surtout aller voir très rapidement son généraliste. Ce qui est recommandé, toutes les tiques ne sont pas contaminées par Lyme, mais on estime que c'est environ 10%, c'est quand même non négligeable. Et dans ces cas-là, il faut absolument faire un traitement antibiotique. Pourquoi? Parce que la maladie de Lyme, c'est une maladie qui va rester, peut rester en dormance d'une certaine façon un certain nombre d'années. Et beaucoup de personnes
en ressentent les symptômes sans que ça soit bien diagnostiqué. C'est très mal diagnostiqué. Et on leur dit voilà, que c'est psychologique, La etc. dépression. Voilà, ce genre de choses. Donc c'est vraiment une maladie très sérieuse. Donc les tiques ne sont pas à prendre à la légère. Donc merci vraiment pour cette question très importante. Il y a effectivement des huiles essentielles qui vont avoir une action répulsive sur les tiques. Je peux vous conseiller même la fabrication d'un petit spray maison sur une base de 250 millilitres de vinaigre de cidre, par exemple, dans lequel vous allez mettre une quinzaine de gouttes de lavande, tout simplement, par exemple, ou d'arbre à thé, qui vont avoir cette action fortement répulsive. Vous pouvez l'utiliser évidemment sur vous, également sur votre chien, votre chat, parce que évidemment, on est tous... Ça, c'est avant d'aller se balader en forêt qu'on s'asperge. Avant d'aller se balader en forêt. Après, on peut plus rien faire. Hein. Alors, tu mets sur les vêtements. Alors, tu peux le mettre à la fois sur les vêtements et à la fois sur les peaux. Lorsque à la fois l'arbre à thé, donc titri, mais là le Caternifolia ou la lavande sont très douces, donc on peut les appliquer directement sur la peau. C'est une des rares huiles essentielles avec lesquelles on peut faire ça. Excusez-moi, je vous ai pas entendu. Vous avez parlé d'arbre à thé? Oui, arbre à thé. Ou lavande. Ou lavande. Oui, ça, vinaigre de cidre à lavande, j'avais bien entendu, mais arbre à thé, j'avais pas entendu. Oui. Et parfois, ça se traduit comme titri. Titri à l'anglaise. À l'anglaise. Et donc on parle bien d'huiles essentielles. Oui, là ce sont effectivement les huiles essentielles. Et donc voilà, pour 250 ml de vinaigre, je répète, une quinzaine de gouttes de ces huiles essentielles. N'hésitez pas à en réappliquer au cours de votre promenade en forêt. C'est vraiment très important de se prémunir contre les tiques. Et voilà, et allez immédiatement voir consulter votre médecin si vous avez on constate une piqûre. Tout à fait. Sinon, j'avais entendu également, vu plutôt sur le net, que quand la tique avait mordu, donc, c'était surtout s'il y avait après une grosse rougeur qui apparaissait. Il fallait aller surtout consulter. Il fallait s'inquiéter en cas de grosse rougeur. De toute façon, vous voyez la tête et il faut le faire retirer délicatement avec le tire-tique. C'est important, mais très sincèrement, aujourd'hui, c'est quand même... Mieux vaut un excès de précaution et aller voir son médecin, même si c'est pas grave. Non, on enlève le tic dans le sens inverse, dans lequel les pattes s'incrustent. C'est pour ça qu'il y a le tire-tic, c'est à l'inverse comme ça. Et on va consulter immédiatement. On ne sait jamais qu'il y a rougeur ou pas. Bien sûr, bien sûr. Non, mais il vaut mieux que ce soit presque enlevé par un médecin, c'est ce qu'on veut dire, parce que c'est un geste un peu technique. C'est un geste un peu technique, mais on n'a pas forcément tout de suite le médecin à disposition. Déjà, c'est déjà important. Bon, voilà Christian, en tout cas, tous les conseils qu'on pouvait vous donner aujourd'hui. À bientôt Christian. Bon, à bientôt alors. Ah, vous voulez rajouter quelque chose? Pardon, je vous entendais mal. Ah oui, je disais, apparemment, la maladie de Lyme est très très mal diagnostiquée et très très mal soignée apparemment, d'après ce que j'ai vu également sur Internet. Et ce serait même conseillé d'aller voir carrément le vétérinaire pour se faire traiter. Le vétérinaire ou le médecin? Votre médecin n'a pas le droit. Votre médecin traitant qui, souvent, en fait, par mesure en fait, préventive, va vous prescrire un traitement antibiotique assez fort pour empêcher la bactérie de commencer ces dommages. Donc, ce sera un traitement de cheval, rassurez-vous, Christian. À voir avec votre médecin généraliste. Heureusement, ça commence à devenir de mieux en mieux traité. Malheureusement, ça ne l'était pas bien avant et ça a causé beaucoup de souffrance chez certains. Où on leur parle souvent, on leur dit vous faites un burn-out. La France était un peu le mauvais élève de l'Europe. L'Allemagne, en ce sens-là, était bien plus en pointe en termes de... Voilà, Christian. Merci de votre question, en tout cas. À bientôt. Merci. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Fabien, une question de Alain de Lille. Sur les conseils de mon banquier, j'ai placé mes économies dans un placement boursier qui n'a pas du tout donné les résultats espérés. Puis-je me retourner contre lui? Alors, c'est possible, mais c'est assez théorique en réalité aujourd'hui, ça ne sert plus à grand-chose. Depuis 2007, je m'explique donc, tous les banquiers, les assureurs, tous les gens qui vendent des produits boursiers, ou en tout cas à risque, avec un risque de perte, risque financier, ont une obligation d'information, de conseil et de mise en garde. Ce qui veut dire qu'en agence, dès que vous achetez un produit d'épargne risqué, il faut signer un certain nombre de choses comme quoi vous agissez en connaissance de cause, vous prenez vos risques, le banquier ne sera jamais responsable en cas de mésaventure et de perte boursière, etc. Pareil sur Internet, c'est encore pire même, il y a un nombre de cas incalculable, c'est incompréhensible, mais ça se résume bien ce que ça veut dire. Vous êtes responsable de vos actes, ce n'est plus le banquier. Pourquoi je dis ça? Dans les années, ça c'est 2007, il y a une loi à partir de 2007, ils obéissent tous à ça. Je n'ai jamais rencontré un banquier qui ne stipule pas ce genre de choses. Autrement dit, ils sont inattaquables grâce à ça. Mais dans les années 2000, il y a eu beaucoup de banquiers qui ont abusé, bien sûr, il y avait de l'abus de droit, il y avait de la publicité mensongère. On ne disait pas effectivement à l'épargnant que c'était risqué. Il y a eu des dizaines de millions d'euros d'amende à des grands banquiers français. Il y en a d'abord, toutes les banques ont été ennuyées
par la justice à ce niveau-là, parce que toutes s'amusaient plus ou moins à tromper un peu. C'était pas tout à fait dit comme il fallait. Il y a eu énormément de plaintes. C'est encore en cours. D'ailleurs d'instruction, parce que ces histoires-là, c'est très très long. Hein. Oui, là, il y a eu d'appel en appel. Oh là là là, puis les banquiers savent y faire, ils ont des avocats costauds, t'inquiète pas. Et nous saluons nos amis banquiers. Non, mais c'est un fait qu'ils ne prenaient pas leurs précautions, c'était une autre époque aussi. Oui. Il y a eu des grosses pertes boursières parce que jusqu'à un certain moment, on s'imaginait qu'en bourse, on était toujours gagnant et que, bon, le client, on s'en fichait un petit peu, il allait gagner de l'argent, allez, on n'allait pas tout à fait l'informer, c'était pas bien bordé. Aujourd'hui, c'est plus le cas, on ne peut plus attaquer les banques et les assurances. En tout cas, on peut le faire, mais ça ne sert plus à rien. Donc tu as une obligation d'information et non pas de résultat, mais bien d'information. Absolument, aucune obligation de résultat, on est d'accord. Gérard, Laurent a une question pour toi de Fontaine en Saône-et-Loire. J'ai eu un accrochage avec mon patron lors de la canicule du mois de juin dernier. Il m'a reproché de venir travailler en Bermuda et de porter des tongs. Il est peut-être allé un petit peu loin quand même. Porter des tongs alors que rien ne l'interdit dans mon contrat et que je ne suis pas en contact avec la clientèle. Est-ce qu'il peut me sanctionner pour ça ? Alors, il y a un élément important en ce qui concerne notre ami, il n'est pas en contact avec la clientèle. Ouais. Dans ce cas-là, l'employeur ne peut prendre aucune mesure coercitive sur la tenue des salariés, sauf s'il y a un problème de sécurité, bien sûr, un problème d'hygiène dans des laboratoires ou un problème de calme entre le personnel. Je vous avais déjà raconté cet arrêt de la Cour de cassation parce qu'il y avait une secrétaire qui va transparent sans rien dessous. Et on avait considéré que ça troublait ses collègues. Elle avait été licenciée pour ça. La Cour de cassation avait été validée. Eh bien, nous avons maintenant l'exemple inverse et c'est intéressant. À Nantes, au même moment de la canicule, les chauffeurs demandent à venir en Bermuda. Refus de la direction de la société de transport qui dit vous avez un uniforme, vous portez votre uniforme. C'est un chauffeur de... Non, chauffeur d'autobus. Un chauffeur d'autobus, là. La régie des transports de Nantes. Que font les chauffeurs? Ils disent c'est vrai qu'il y a des uniformes dans notre compagnie. Il y a l'uniforme des hommes, l'uniforme des femmes. Ils sont tous venus en jupe. On dit on ne peut pas faire de distinction entre salariés. C'est un uniforme prévu. C'est un uniforme qui est prévu dans le règlement de la société. J'ai l'uniforme. Effectivement, on n'a rien pu faire. Bravo. Et dans ce cas-là, le patron cale et accepte le Bermuda. Et alors, Gérard, quand même, t'abuses un petit peu parce qu'on va le voir sur le plan. Là, je vois que toi aussi. T'as mis ton short, Gérard. Est-ce qu'on peut montrer? Voilà, regarde, franchement, Gérard, t'aurais pu t'habiller un petit peu plus correctement. C'est la Ça va poser de gros problèmes d'hygiène, ça. Et de sécurité. Ça me trouble. Non, je ne veux pas voir ça. Mélanie, une question de Lucette de Metz. Comment bien nettoyer un canapé en cuir blanc? Alors, la première, c'est un peu galère. C'est ça. Du lait tout simple, du lait démaquillant. En fait, ce qui fonctionne bien pour notre peau fonctionne aussi pour la peau des vaches. Pour effectivement les peaux de bêtes qui servent à construire des canapés en cuir. Désolée Anne-Marie, c'est Lucette qui pose la question. Ce n'est pas mon canapé. Moi, il est en coton chez moi. Donc le lait démaquillant, ça fonctionne très bien. Si c'est un petit peps que vous avez besoin de redonner à votre canapé en cuir, ça marche aussi très bien pour les vestes en cuir. Vous prenez un coton, une boule de coton, vous en mettez un peu et vous faites des petits mouvements circulaires, parce que sinon ça peut faire des traces, des petits mouvements circulaires. Et dès que c'est sale, le coton, vous le changez. Sinon, vous allez étaler la saleté et si votre canapé est blanc, à plus forte raison, parce que ça va laisser des traces dessus. Si c'est des taches de gras, des taches grasses que vous avez dessus ce canapé, voilà, la terre de sommière, c'est très bien. Pour le gras. C'est naturel. Exactement, donc ça vous fait pas des molécules chimiques dans l'air qu'ensuite vous respirez, parce que c'est quand même dans le salon, généralement un canapé. Donc vous recouvrez de terre de sommière les taches grasses, vous recouvrez lourdement, une bonne couche, vous laissez passer la nuit et ensuite vous frottez avec une brosse pour enlever le surplus. Vous refaites une deuxième fois s'il y a besoin. Généralement, ça fonctionne. Et ça, c'est de la poudre, hein. T'en fais une espèce de petite pâte. C'est une poudre. Non, c'est de la poudre. Juste la poudre comme ça. Tu vas pas humidifier. Tu saupoudres, non. Tu saupoudres de poudre et c'est un absorbant de gras, en fait. Et puis, si ça fonctionne pas, il y a une dernière chose aussi qui est assez pratique. C'est la pierre d'argile blanche. Qui se présente, je vais vous la montrer. Est-ce qu'on la voit? Ouais, on la voit, voilà, dans un pot. Et en fait, c'est comme un petit savon. Là, c'est à citronner. Ça permet, en fait, là-dedans, alors il y a du savon, il y en a qui sont faits à base d'argile, de savon de Marseille et d'huile essentielle. Et ça vous permet aussi, en l'humidifiant avec une petite éponge,
de bien réparer les taches, de les frotter, de les faire disparaître et c'est naturel aussi. Ça marche bien. Voilà. Bon, voilà, plein de solutions. Anne-Marie, une question de Camille maintenant de Rouen. Ma meilleure amie se fait régulièrement des masques noirs pour s'enlever les points noirs, justement. J'ai lu sur Internet des mises en garde contre ces nouveaux produits qui pourraient être nocifs pour la peau. On en avait effectivement parlé dans la quotidienne. Qu'est-ce que tu en penses? Alors en fait, ces masques noirs sont à base de charbon, pardon. Charbon végétal. Donc, charbon végétal. Et là, dans le charbon végétal, il n'y a aucun souci particulier. En réalité, toute l'affaire est partie de produits qui n'étaient pas made in France, qui contenaient du charbon, mais par ailleurs des ingrédients qui sont interdits d'un point de vue cosmétique en Europe. Donc voilà, c'est de là qu'est venu le potentiel, on va dire, malentendu, mais en réalité, vous pouvez très bien utiliser des produits. Parce que c'est pas allergisant, mais ça a abîmé la peau, les peaux. Parce qu'il y avait des ingrédients autres que le charbon. Oui, comme la cannelle, par exemple. Voilà, qui pouvaient... Attends, mais moi j'ai même entendu parler de masques noirs et c'était à base de pétrole. Hein. À base de pâte de pétrole. Je te jure, j'ai le pavé dans la mare. Tu dénonces. Selfies sur. Oui, je vous assure. Mais c'est vrai. De jeunes femmes qui, du coup, disaient si, il y a des propriétés asséchantes. Et donc, c'est très dangereux. Ah oui, là, évidemment. Évidemment, c'est des exceptions. C'est des exceptions et des choses à ne pas faire. Non, utiliser plutôt des produits du commerce qui soient plutôt labellisés bio, par exemple, et qui contiennent du charbon. Ça peut être très intéressant. Il n'y aura pas de souci. Mais c'est tout comme tout autre ingrédient cosmétique. N'en attendez pas des miracles. C'est pas un masque au charbon qui va retirer. Je vais demander, c'est efficace ou pas? Alors, de toute façon, les points noirs, ça ne part jamais vraiment. On a beau faire, ça revient. Donc, là, tu recouvres, tu faire un nettoyage de peau. Il faut faire un nettoyage de peau, éventuellement chez le dermatologue. Mais si on a la peau qui est grasse et si on a une mauvaise hygiène de vie, de toute façon, ça va continuer de produire le sébum et ça entretient toujours les points noirs. Donc ça, c'est malheureusement... faut un tir-comédon, un tir-comédon, mais le tir-comédon est une solution. Mais de toute façon, malheureusement, lorsqu'on a la peau qui a cette tendance-là, c'est très difficile de s'en débarrasser. Voilà. Entre le tir-tic et le tir-comédon, on vous souhaite un bon appétit. Fabien, une petite dernière pour la route. Question de Jean-Michel. Je souhaite vendre ma voiture, mais je n'ai pas forcément confiance dans le chèque de banque pour être payé, car je sais qu'il est facile d'en faire des faux. Existe-t-il d'autres moyens de paiement plus fiables? Oui, alors il a raison Jean-Michel de dire qu'on fait des chèques de banque certifiés. Il y en a de plus en plus qui sont bidonnés. Les gens ne le savent pas. Oui, on en est là maintenant. Même le chèque certifié bancaire, il est faux. Il y a 3% de fraude sur les achats de voitures d'occasion, soit dit en passant. C'est énorme. Alors, comment on fait du coup ? On ne fait pas comme ça. Alors, il y a des systèmes traditionnels où on demande un scan, c'est-à-dire on envoie le chèque certifié qui est signé, on le regarde, c'est l'acheteur donc il vous envoie ça. On téléphone à la banque à l'heure d'ouverture, donc quelques jours de latence, et on leur demande avec leur numéro, est-ce qu'il est bien validé, etc. Il y a mieux aujourd'hui. Il y a, grâce à vos smartphones, des applications, tout simplement, ça s'appelle DépôtPass et Paycar, mais il y en a bien d'autres et c'est français qui permettent de faire des virements instantanés. C'est-à-dire, et c'est fait exprès pour acheter des bagnoles. Vous vous inscrivez là-dessus, en 3 minutes vous inscrivez sur le site, sur votre téléphone. Vous avez un code qui est envoyé à l'acheteur et au vendeur, tous les deux cliquent en même temps et le virement arrive sur le compte du vendeur en 1 minute. Ça marche le soir, ça marche le week-end, ça marche la nuit, ça marche partout. C'est bien ça. Ça met 3 minutes pour s'inscrire. Non mais t'as raison parce que tout le monde achète des voitures le dimanche. Parfaitement. Non mais les voitures d'occasion. ça marche. Est-ce que tu peux juste 20 € nous redonner le nom? Ah oui. Oui. Comme tu l'as pas donné en régie. DépôtPass. La régie? Allô, la régie? Alors, s'il vous plaît, 2 minutes la régie. DépôtPass et Paycar. Parfait, merci. Allez, demain dans cette émission, on vous parlera de l'héritage et des successions. Soyez là au rendez-vous de la quotidienne. On vous souhaite une très bonne après-midi sur France 5. Salut, à demain.